Bonjour et bienvenue dans le podcast Zéro Déchet de l'association Zero Waste Toulouse, où on parle zéro déchet, zéro gaspillage et écologie. Je suis Chris et aujourd'hui je suis avec Elsa Lomont. Bonjour Elsa. Bonjour Chris. Bonne année. Merci, meilleurs vœux également. Alors Elsa, vous êtes la cofondatrice de Ethicis ad Civis. Alors si je me souviens bien de mes cours de latin, c'est éthique pour les citoyens. Affirmatif. C'est ça? Ok. Alors Ethicis, c'est une scope qui a pour but de promouvoir une éthique dans les domaines de la consommation et des usages. Oui, plus simplement, c'est de développer des solutions pragmatiques, élaborées par les citoyens, pour améliorer nos modes de consommation et participer à la transition écologique et solidaire. Une scope par rapport à une entreprise, c'est quoi exactement les différences? Alors, il y a déjà un bon tronc commun, c'est qu'on est une entreprise donc, sous format SARL, avec des valeurs en plus. Donc des valeurs de gouvernance partagée, de lucrativité limitée et de recherche de l'intérêt général. D'accord, ok. Alors vous avez lancé le label Long Time. Oui. En quoi ça consiste exactement? Alors en 2017, on a lancé le travail effectivement dans la création d'un label, donc qui est un outil de consommation, puisque c'est un outil d'information auprès du consommateur directement sur le lieu de vente, et donc qui vise pour le label Long Time à informer sur la durabilité des produits, sa capacité à être conçu pour durer dans le temps, à être réparable et à offrir des garanties qui soient fiables. Alors j'ai vu qu'il y avait une nuance entre réparabilité et durabilité. Tout à fait, sachant que la réparabilité est une composante de la durabilité. Il y a plusieurs écoles, il n'y a pas un consensus vraiment sur le terme de durabilité. Maintenant, ça commence à se dessiner, notamment en France, sur les travaux qui sont en cours. Et on appelle la durabilité d'un produit, ça serait sa fiabilité, sa robustesse et sa capacité à être réparé. Donc là, nous, on est bien sur une approche de la durabilité en termes de longévité. Pas durabilité au sens sustainability en anglais, qui intégrerait l'utilisation de matières recyclées ou qui étudierait l'analyse du cycle de vie, par exemple, donc à l'échelle globale de la vie d'un produit. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Si je voulais caricaturer, je pourrais dire un bon produit n'est pas forcément bon parce qu'il est réparable. C'est-à-dire s'il tombe en panne tous les ans, mais qu'il est réparable, ça ne fait pas un bon produit. Exactement. Alors qu'un produit qui durerait, 10 ans, 20 ans, mais qui n'est pas réparable, est mieux en fait. C'est ça. En fait, Okay. un produit, ce qu'on va rechercher, nous, en tant que consommateurs, ce que l'on veut, c'est que la première panne arrive le plus tard possible. Ouais. Donc voilà, pour qu'un produit soit considéré donc long time et durable, il faut quand même qu'il ait une certaine capacité à être réparé. Mais on privilégiera évidemment la fiabilité et la robustesse de ce produit. D'accord. Comment ce label il est construit? Quels sont ses critères de sélection? Alors ça est donc le résultat de 2 ans de consultation des parties. L'idée, on n'avait pas la science infuse, donc avec Florent Préguesselot, qui est cofondateur du label. Donc on est parti à aller consulter vraiment les parties prenantes. Donc chez nous, ce sont les fabricants de produits, les réparateurs évidemment, les consommateurs, ça va de soi. Et donc l'idée, ça a été de recenser tous les leviers de l'allongement de la durée de vie d'un produit. Et donc au bout de ces 2 ans, aujourd'hui, le cahier des charges du label Long Time, ce sont 41 critères qui sont divisés en 3 piliers. Et donc là, on va retrouver un petit peu la définition de la durabilité. Donc pilier numéro 1, tout ce qui est conception robuste et fiabilité. Donc qu'est-ce qui est mis en place dès la conception par le fabricant pour assurer que le produit est conçu pour durer dans le temps. Deuxième pilier, pas des moindres, effectivement, la réparabilité. Il faut qu'on puisse réparer un produit, que ce soit pour une panne, je dirais technique ou même une casse. Ça arrive en tant qu'utilisateur de faire tomber son smartphone ou de casser la tasse de sa machine à café. Donc deuxième pilier, réparabilité. Et troisième pilier, tout ce qui est support technique. Donc on regroupe là-dedans tout ce qui est information au consommateur pour bien entretenir son matériel, assurer donc la maintenance, qu'il n'y ait pas d'exclusion de garantie abusive, que le SAV soit joignable. En gros, tout ce qui va participer et encourager l'utilisateur à réparer plutôt que remplacer. C'est bien le leitmotiv. D'accord. Comment ils réagissent les fabricants par rapport à ce label?
je sais pas, est-ce qu'ils le demandent, est-ce qu'ils le craignent un peu, est-ce qu'ils cherchent à voir comment c'est construit pour du coup l'avoir et peut-être même faire évoluer leurs produits? Alors, un peu de tout ça. Il y a différents types de fabricants. Il y en a qui adhèrent totalement, qui s'y retrouvent et qui disent enfin, on a un outil qui permet de valoriser des pratiques que l'on a depuis longtemps en entreprise et des efforts que l'on mène au quotidien. Donc, enfin, un moyen de le reconnaître et de le communiquer auprès des consommateurs. Donc, ça, c'est une première partie de fabricants. On a une deuxième partie qui s'intéresse, qui voit que les comportements de consommation et les attentes des consommateurs changent et qui a vraiment une volonté de se diriger vers des produits qui soient aussi plus éco-responsables, qui répondent à des impératifs, que ce soit écologiques, mais tout simplement à un rapport longévité-prix intéressant, puisqu'il y a cette espèce de frustration en tant que consommateur de se dire ok, j'achète un produit, mais pareil, dans 2 ans il tombe en panne et je suis obligé de le jeter parce qu'il n'est pas réparable. Donc voilà, donc il y a cette catégorie de fabricants. Après, des fabricants qui le craignent, non, on est bien sur une démarche qui est volontaire. Nous, vraiment, derrière tout ça, c'est une démarche positive, une solution qui valorise les bonnes pratiques et je l'espère, incite ceux qui sont moins vertueux aujourd'hui à le devenir. Est-ce qu'on a constaté un impact sur les consommateurs, une modification du comportement d'achat en fait? Est-ce que par exemple, parce qu'on avait déjà le label énergétique, qui était en plus du prix, qui était un critère potentiel d'achat, est-ce que je dirais bêtement, une augmentation du nombre de ventes des produits par exemple? Alors, je vais y venir. Petite rectification, donc, on parle d'étiquette énergétique et pas de label. Ah, ok. Alors, c'est hyper compliqué. Je me permets là de faire le petit instant pédago. Un label, attention, parce qu'on pourrait facilement l'utiliser sur tout un tas de marquages ou d'indicateurs. Un label, pour que ce soit le label de qualité en tout cas, il faut qu'il y ait un cahier des charges qui soit pertinent, si possible transparent, c'est-à-dire qu'on puisse aller le consulter, et qu'il y ait un contrôle indépendant. Et ça, c'est très important. Voilà, petite parenthèse. Donc, l'étiquette énergétique, c'est obligatoire. C'est calculé par le fabricant lui-même, d'accord? Donc, voilà, c'est les petites différences. Et alors, pour répondre à la question, il est prouvé, alors c'est pas nous, on n'a pas assez de recul sur l'utilisation du label, mais il y a effectivement pas mal d'études qui montrent qu'un produit qui offre une information en termes de durée de vie, de longévité, permet d'augmenter les ventes. Donc il y a un chiffre qui est de 56% en moyenne et jusqu'à 128% par exemple sur les valises. Donc si on voit qu'une valise est conçue pour durer plus longtemps, elle va être plébiscitée par les consommateurs. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Alors le 1er janvier, du moins à partir du 1er janvier, est normalement visible sur les produits, sur 5 types de produits: les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les lave-linges et les tondeuses à gazon électriques. Donc l'indice de réparabilité, alors ça on en entend parler beaucoup, c'est issu de la loi anti-gaspillage qui a été discutée depuis 2 ans. L'indice de réparabilité, c'est une de ces mesures, donc qui est normalement entrée en vigueur au 1er janvier. Je dis normalement parce qu'elle est encore peu visible, elle va se mettre en cours au fur et à mesure des mois. Donc elle sera obligatoire sur les produits neufs, que ce soit vendu en ligne ou en magasin. Tout à fait. Alors, c'est un score sur 10, de 0 à 10. Alors là, ça va être... Je vais détailler un petit peu. C'est un calcul qui est assez complexe. On peut retrouver sur Internet des fichiers Excel qui est issu d'une famille de critères et de sous-critères. Ils sont rassemblés en 5 piliers. Le premier pilier, c'est la durée de mise à disposition de la documentation technique, la facilité de démontage et accès aux pièces, la durée de disponibilité des pièces détachées et leur délai de livraison, le prix des pièces détachées par rapport au prix de l'équipement neuf, et un 5e critère qui est spécifique au produit. Évidemment, les smartphones, on ne va pas le juger tout à fait pareil qu'une tondeuse à gazon. Si je prends par exemple l'exemple du smartphone qui sera le produit le plus vendu, ça correspond par exemple au logiciel et les mises à jour. En ce qui concerne la documentation, alors déjà elle doit exister, la documentation. Elle doit être disponible pendant le plus longtemps possible. Normalement, c'est 7 ans. Il doit y avoir, c'est assez précis dans tous les sous-critères, il doit y avoir par exemple un schéma de démontage, une vision éclatée. Il doit y avoir des codes d'erreur, de diagnostic, donc c'est plus détaillé que ce qu'il y a actuellement.
par exemple sur l'accès aux pièces, l'accès et la facilité de remplacement de 4 éléments sont notés, la batterie, l'écran, le capteur de photo dorsale et frontale. Et on note par exemple la facilité de démontage et de remontage. S'il y a plus de 5 étapes, s'il y a moins de 5 étapes, on considère que c'est très facile. Et là, il y a 3 points. S'il y a plus de 16 étapes, on considère que c'est très compliqué, et c'est 0. Si c'est collé ou soudé, ce qui arrive, c'est 0 aussi. Il est aussi noté le type d'outils nécessaires pour le démontage. Si ce sont des outils communs qu'on peut trouver partout, ou alors si ce sont des outils spécialisés, propriétaires, qu'il est très difficile à se procurer, voire impossible. Si des éléments sont amovibles ou réutilisables, ça permet de gagner des points. Concernant le prix des pièces détachées, si le prix d'une pièce est inférieur à 30% du prix neuf, là c'est des points. Si c'est supérieur, c'est 0 points. C'est ce qui paraît logique. Si la moindre pièce, même si elle existe, même si elle est disponible, elle est trop chère, on va pas le faire. Voilà. Alors une précision qui est très importante, c'est que le fabricant s'auto-évalue. En fait, c'est le fabricant qui va remplir cette grille. Une dernière précision aussi. Donc pour l'instant, il a entré en vigueur au 1er janvier. Il n'y aura pas de contrôle jusqu'à janvier 2022 pour laisser un peu le temps aux fabricants de se mettre en place. Ok. Mais il sera aussi au niveau européen à partir de 2022. Pour l'instant, c'est un indicateur national. Et je précise qu'il est destiné à la fois aux consommateurs et bien sûr aux réparateurs, tous les services de réparation qui existent un peu partout. Est-ce que j'ai juste sur tout ça ? Oui. Oui, c'est bon. Vous qui connaissez bien le sujet, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme bon point, comme mauvais point à cet indicateur ? Alors le bon point, c'est que on s'est saisi du sujet et qu'il y a une conscience que nos produits manufacturés produisent énormément de déchets, gaspillent énormément de ressources, et donc un des moyens et une des actions les meilleures et les plus efficaces d'ailleurs d'éco-conception, c'est bien l'allongement de la durée de vie des produits. Donc ça, on ne peut que saluer le fait que l'exécutif, qu'il y ait une volonté politique d'allonger la durée de vie des produits et d'agir sur la manière de produire. Donc ça, c'est super. D'ailleurs, la manière de produire, mais aussi la manière de consommer, puisque on sait qu'au travers de cet indice, du coup, on passe un message aux consommateurs et on leur dit, en tout cas, j'espère que c'est ce qui va être saisi, attention, ne choisissez pas que au niveau du prix, mais regardez effectivement la consommation énergétique et regardez l'indice de réparabilité. Et voilà. Et ça permet donc de faire évoluer les choses. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. On peut saluer le fait qu'il y ait eu des travaux avec là aussi l'intégralité des parties prenantes. Donc autour de la table il y avait, alors pas forcément de manière équitable, mais en tout cas il y avait quand même la présence d'associations, de réparateurs, de fabricants, de fédérations de fabricants. Donc ça c'est bien au niveau de la méthode. Au niveau de l'étude de la réparabilité, ce sont des bons critères, d'accord, qui permettent vraiment a priori d'améliorer donc la réparabilité des produits. Et vous l'attendez, mais non, mais forcément, nous on est critique, mais c'est une critique positive. On voit effectivement la certaine limite, et on en a parlé tout à l'heure de la seule étude de la réparabilité. Donc c'est un bon premier pas, mais c'est pas suffisant. On peut pas en rester là. Et d'ailleurs, dans la loi AGEC, il y a bien la volonté de se diriger vers un indice de durabilité. Donc il y a une volonté à horizon 2024. Donc on verra où les travaux mènent, mais en tout cas, il y a cette réalité-là. Autre limite, il faut le prendre comme un départ, mais le fait que ce soit pour l'instant limité qu'à 5 familles produits. Donc ça, on ose imaginer que ça puisse s'agrandir, que la famille s'agrandisse et qu'on puisse effectivement également comparer des machines à café, des grille-pains, des bouilleurs électriques pour le petit électroménager, mais aussi de l'outillage, bref, tous les produits qui nous entourent. Vous en avez parlé, le contrôle et qui attribue la note. Donc là, j'ai fait un petit point tout à l'heure, mais effectivement, nous, ce que l'on met en avant sur le label Long Time, c'est qu'il y a bien un organisme de contrôle indépendant qui vient vérifier la conformité des critères du produit aux critères, pardon. Donc ça, c'est vraiment un bon point, c'est ce qui assure l'impartialité. Là, il est à noter que les grilles sont effectivement publiques et que normalement, donc les fabricants, les metteurs sur le marché doivent communiquer la note
et les informations qui lui ont permis d'arriver à cette note. Donc on verra qui va utiliser du coup ces informations-là pour éventuellement faire des contrôles a posteriori. Ça peut être des associations de consommateurs, des associations environnementales, peut-être d'autres réseaux qui vont se monter. Donc il y a quand même une volonté, il n'y a pas un contrôle indépendant, mais normalement on a les moyens de contrôler. Donc à voir comment là aussi ça va être pris, saisi par le public. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, au niveau je ne vous cache pas qu'au niveau des fabricants, je ne sais pas quel effet ça va avoir. Est-ce que les fabricants vont se contenter de calculer leur indice et puis de continuer leur manière de faire ? Est-ce que ça va les inciter à s'améliorer ? Voilà, en tout cas, nous, c'est la mission que l'on a et on se rend compte qu'on a vraiment cette capacité au travers de long time d'offrir des pistes d'amélioration. Donc peut-être que, en tout cas j'espère que l'indice aura aussi cet effet-là pour améliorer les temps de disponibilité. Voilà, après... Oui, parce que c'est vrai que les indices de réparabilité, c'est pas nouveau. Il y a des sites assez connus comme iFixit ou SOSAV, ouais. SOSAV qui ont déjà leur indice avec des scores comme ça et c'est vraiment des sites très connus. Enfin, donc la réparabilité, c'est pas nouveau. Après là, c'est quand même l'indice qui normalement va être très grand public. C'est partout, c'est vraiment très présent dans la presse, pas encore dans les magasins, mais ça va venir. Il faut espérer effectivement que le consommateur s'en empare. Peut-être que des comportements d'achat vont évoluer, vont changer. Peut-être qu'ils vont se retourner vers des fabricants et faire des demandes. Peut-être aussi que des réparateurs, les services de réparation vont s'en emparer et vraiment le développer. Et mettre la pression, connaître, je sais pas, des évolutions de consommation en fait. Ouais, de consommation, de production. C'est vrai que là, l'objectif, c'est que tout le monde se saisisse à son niveau. Donc que le consommateur plébiscite les produits qui ont une meilleure note. Même si là aussi, je mets un bémol, attention, on peut avoir un produit qui a un très bon indice de réparabilité, qui par ailleurs n'est pas fiable. Et à contrario, un produit qui est très fiable, mais que l'on conçoit qui est un indice de réparabilité moindre. Donc c'est un peu là la limite, aux yeux du consommateur, c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est délicat, moi je vous cache pas que, et on le disait au tout début, la seule étude de la réparabilité aujourd'hui elle est pas suffisante. C'est un premier pas. J'attends de voir, vraiment, on attend de voir là aussi le gap qu'il va y avoir entre les différentes notes aussi. Je ne vous cache pas que fut un temps, on se demande est-ce que les pondérations sont suffisantes, est-ce qu'on va se retrouver, je ne sais pas, avec des lave-linges qui finalement ont tous une note qui oscille entre 7 et 8,5. Auquel cas, est-ce qu'il y a une grosse différenciation ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir vraiment des grosses différences ? Donc, oui, puis un petit défaut de ça, c'est que il suffit parfois qu'un seul critère soit défaillant. Par exemple, si une pièce n'est juste pas disponible, elle a beau être détaillée, elle a beau être marquée comment on la démonte, comment on la remonte, si elle n'est pas disponible, il est juste pas réparable en fait. C'est ça. Donc il y a peut-être des failles. Il y a des failles. Après, on parle là de quand même, pour le coup, une mesure qui est globale, qui concerne tous les metteurs sur le marché. Il a fallu faire des grilles calculantes. Là, on ne peut pas comparer ça avec l'analyse d'un auditeur dans un process donné. On n'est pas du tout sur les mêmes contrôles, sur les mêmes analyses. Après, voilà, il fallait le faire. Il fallait que ça puisse effectivement s'apposer sur différentes gammes de produits, d'où le critère spécifique. Bon voilà, à voir. Franchement, j'ai envie de dire, regardons ce qui va se passer sur le courant de l'année, comment va être vraiment communiqué l'indice, quel va être le message associé derrière. Et voilà, et voir aussi, il faudra je pense s'interroger les consommateurs pour savoir ce qu'ils en pensent, est-ce que ça les aide dans l'achat et ainsi de suite. Ça reste quand même une démarche très 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 positive. Ça reste une démarche très positive, avant-gardiste, un peu pionnière au niveau de la France. Donc on va dire qu'on sort du lot dans le paysage européen puisqu'on a pris les devants et qu'il y a une volonté aussi dans les politiques de Green Deal d'aller là aussi sur des solutions d'allongement de la durée de vie des produits qui passera vraisemblablement par un indice ainsi que d'autres mesures.
Donc c'est un bon point. Ouais. Que se réjouir que d'avancer sur ces thématiques. Elle commence bien cette année. Elle commence très bien cette année. Après, c'est aux consommateurs de s'en emparer. Tout à fait. Et d'agir en conséquence. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez on en a un petit peu parlé, mais des évolutions? Quelles pistes il y a d'amélioration pour le futur de cet indice alors? Pour le futur de l'indice, ça va être de voir sa mise en place. Il y a un travail qui a débuté pour aller vers un indice de durabilité, donc ça c'est une bonne chose, même si ça va être très difficile, hein. Je ne vous cache pas que c'est notre métier du coup d'évaluer la durabilité et on sait la complexité que c'est, donc voilà. L'avenir nous le dira, on va voir vraiment dans cette année comment ça va être mis en place, comment ça va être pris par les fabricants. Ce que l'on note, c'est que en tout cas ça a le mérite de remettre la réparation au goût du jour, de redynamiser ce secteur-là qui en a fort besoin, hein. Les réparateurs indépendants ont besoin de retrouver aussi une clientèle, et nous on a besoin de retrouver ce réflexe de réparer. Donc s'il y a bien un message à retenir, c'est que en cas de panne, il faut déjà avoir ce réflexe de dire je vais essayer de réparer, parce que de savoir combien ça coûte ou d'aller voir un repair café, si c'est des petits produits à petite valeur, ça vaut pas grand chose, et en tout cas ça fait beaucoup pour la planète, donc voilà, ayons ce réflexe de la réparation. Super, merci beaucoup Elsa. Merci Chris. Rendez-vous le mois prochain, au revoir. Au revoir.